Comment vous est venue l'idée de ce film? Est-ce que c'était une volonté de votre part de rendre hommage au genre du giallo, de rendre hommage à Anne-Marie Tanzi, qui était une productrice de films porno dont vous êtes inspiré pour écrire le personnage de Vanessa Paradis? Ou est-ce vraiment la volonté de rendre hommage à cette époque pré-SIDA où régnait une grande liberté sexuelle ou un peu détroit? Il y avait pas vraiment de volonté de rendre hommage. Je sais qu'on parle beaucoup de références quand on parle de ce film, etc. Mais il y a dommage pour moi. Il y a des images qui surgissent et qui, effectivement, font penser à d'autres films, mais qui, pour moi, sont pas des citations. C'est davantage des couleurs, des émotions qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune et que j'ai voulu restituer à travers voilà, mon prisme personnel. Mais au départ, c'est plutôt l'envie d'en découdre avec peut-être le côté un peu cloisonné de mon premier film et d'aller vers quelque chose de plus libre, de plus ouvert, de plus... Enfin, le premier film était assez libre aussi, mais je pense de plus fou, quoi. D'être dans une énergie plus électrique, plus urbaine, et d'amener le film vers davantage de narration. Et du coup, quand j'ai découvert l'existence de ce personnage, d'Anne-Marie Tanzi, qui était donc une productrice de porno gay à la fin des années 70, qui était une femme violente, alcoolique, une maîtresse femme qui régnait sur un monde exclusivement masculin. Ben voilà, je me suis dit que c'était un bon moteur de cinéma, un bon moteur d'histoire, de récit, voilà, et que j'avais envie de raconter une histoire à partir de ce personnage-là, même si au final on s'en est assez éloigné, quoi. Parce que voilà, il y avait quelque chose d'un peu sordide dans cet univers-là, et j'avais pas envie d'un film sordide, j'avais envie d'un film plus romantique, plein de couleurs, plein d'émotions, plateau. Donc en fait, vous aviez besoin de faire un film différent des Rencontres d'après-minuit. Oui, c'est ça. C'est un film chasse l'autre et un film se construit contre le précédent. C'est souvent le cas. Mais après, c'est pas des choses qu'on formule quand on écrit un scénario, quand on a un projet. C'est le désir. C'est le désir pour les acteurs. C'est le désir pour les personnages. C'est le désir de raconter une histoire. Donc bon, surtout quand c'est seulement son deuxième long métrage, on va pas commencer à penser en termes de carrière, de filmographie. Mais ouais, en tout cas, se renouveler sans cesse, ça pour moi c'est important. Et c'est vrai que je fais pas mal de cours, et ce premier long qui était très emprunt de la matière du studio, et qui donnait un petit côté film de chambre, film d'artifice. Je crois que j'avais vraiment envie de sortir de ça, de m'ouvrir à l'extérieur, voilà, là, dans ce film-là, il y a des séquences dans la nature, sans trop de lumière ajoutée, donc vraiment lumière naturelle. Il y a voilà, des séquences dans la rue, dans des vraies rues, même si voilà, on rajoute des néons, on rajoute des artifices qui rendent ces décors-là fantastiques. Vraiment du côté du surréalisme presque à certains moments, mais je voulais un peu casser ce côté un peu boîte à joujoux du premier long, théâtre de marionnettes, quoi, qui était voilà, même si j'avais fait en sorte que mes personnages soient malgré tout émouvants, qu'il y ait de la vie là-dedans, etc., malgré le texte un peu littéraire et le côté studio. Mais je restais un tout petit peu avec cette impression de bulle et un peu théâtral, quoi. Et j'avais envie de changer ça, d'aller vers autre chose. Vous retrouvez certains de vos acteurs fétiches comme Nicolas Maury ou Ken Moran. Vous avez amené dans votre univers des acteurs qui ont marqué le cinéma français bis des années 80-90 comme Yann Colette, ou encore de nouvelles têtes comme Vanessa Paradis ou votre ami Bertrand Mandico. Est-ce que c'était important pour vous qu'il y ait un aspect choral dans votre film? Je sais pas si je parlerais de film choral. C'est un terme un tout petit peu galvaudé aujourd'hui, que voilà, les films choraux, moi je pense aux grands films d'Altman évidemment, mais voilà, qui ont fait de mauvais disciples souvent, notamment en France. Et je dirais pas que c'est un film choral, c'est vraiment un film sur un personnage, sur une héroïne, et il y a tout un tas de personnages plus ou moins importants qui gravitent autour d'elle, les trois plus importants étant le personnage du tueur, évidemment, parce qu'il y a un tueur en série qui sévit sur son plateau, sur ses plateaux, l'amour de sa vie, qui est aussi sa monteuse, donc qui est jouée par Kate Moran, et son assistant, qui est joué par Nicolas Maury. Mais autour d'eux gravite effectivement toute une galaxie de personnages, mais dont on ne suit pas les destinées, comme dans un film choral. C'est des rencontres qui jalonnent le film comme ça, et qui je trouve donnent
renforce l'humanité de l'héroïne, lui donne davantage de caractère. Pour moi, c'est tout un tas d'émotions comme ça qui parsèment le film et qui, comme toute une série d'étapes en fait, à travers lesquelles passe mon personnage, d'étapes qui amorcent un crescendo vers le fantastique, vers le conte de fées aussi. Donc voilà, les personnages deviennent de plus en plus étranges au fil des rencontres. Et ça, c'est aussi un plaisir quand on fait des films, c'est à partir de tous ces personnages, de ce côté foisonnant du casting, choisir des acteurs, aller à la rencontre d'acteurs très très différents, d'acteurs qui parfois sont des acteurs professionnels, des acteurs de théâtre, des acteurs de cinéma, mais parfois des acteurs qui sont pas vraiment des acteurs, qui sont des gens trouvés dans la rue, qui sont des gens trouvés dans des clubs, qui sont des gens que parfois j'aborde dans le métro parce que je les trouve intéressants, parce que je trouve qu'ils ont un visage de cinéma. Donc ça, c'est passionnant de créer des espèces de rencontres, de symbiose entre des gens qui viennent d'univers très très différents. Je crois que c'est vraiment le cœur de mon cinéma et de ce qui me passionne moi sur un plateau. Ce qui m'a énormément touché dans votre film, c'est qu'on sent que vous avez un grand amour pour tous vos personnages, et j'ai l'impression qu'il y a presque une dimension carpenterienne dans votre film, car j'ai l'impression que le mal ne se symbolise pas par des personnages, mais par des concepts. Disons que le mal est un peu symbolique, c'est un personnage mystérieux qui ne parle quasiment pas de tout le film, c'est une ombre presque, même si voilà, le visage de l'acteur, les yeux de l'acteur pour moi étaient important, c'est pour ça que la manière dont il marche, dont il crie, donc il n'est pas seulement abstrait, non plus c'est pas Michael Myers dans Halloween, mais je comprends. Quand il a son masque, je trouve qu'il y a une sorte d'abstraction du mal, et quand il l'enlève, ce n'est plus une sorte de monstre, de fantôme. On sent un véritable amour de votre part pour ce personnage et pour son histoire, c'est trop spoilé, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et on se rend compte que c'est plus un concept qui l'a poussé à tuer que réellement une personnalité de psychopathe qu'il aurait depuis l'enfance. Oui, c'est vrai. Et puis ce tueur peut symboliser beaucoup de choses dans le film. Pour moi, c'est à la fois l'imminence du sida qui va arriver quelques années plus tard, parce que le film se déroule en 79. Je crois que les premiers cas de sida arrivent au tout début des années 80. Mais pour moi, ce tueur, c'est aussi, par rapport à aujourd'hui, cette espèce de violence que je ressens, moi, de cette société patriarcale, réactionnaire, la violence aussi de la manif pour tous, de cette bêtise, de cette intolérance, qui pour moi est la plus grande violence aujourd'hui faite aux homosexuels. Donc peut-être que j'y imite ça aussi, de cette violence ressentie, et que les coups de couteau, ce sont un peu ceux de la manif pour tous, quelque part, si on extrapole un tout petit peu. Mais c'est une amie qui m'a parlé de ça il y a quelques jours à la sortie du film, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Mais c'est vrai que quand on écrit un film, évidemment, ça prend des années. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, dans la société. Et pour moi, voilà, c'est peut-être une des choses les plus dures et les plus violentes que j'ai ressenties en tant que mec homosexuel, qu'artiste aussi. J'ai trouvé ça terrifiant en fait. Je sais pas comment définir ça, mais je l'ai pris en plein cœur, en tout cas, ce qui s'est passé autour de ces manifs pour tous et de ces gens avec des enfants qui défilent dans la rue, des enfants qui sont innocents, qui ont juste envie d'être libres, et voilà, et qu'on enferme déjà dans des a priori, et comme le film raconte lui aussi l'histoire d'un adolescent qui a été meurtri, sans trop révéler l'intrigue du film, et voilà, et c'est pour ça qu'il tue. Quelque part, en filigrane, peut-être que ça raconte quelque chose de cette histoire de notre société, quoi. Je trouve que votre film fait un parallèle extrêmement intéressant sur notre société, jusqu'à même cette scène pendant le générique, et je trouve que cette scène en particulier est presque une ode à une nouvelle révolution sexuelle. Ouais, c'est un nouvel hédonisme, une incitation à aimer la beauté chez qui que ce soit, quoi. Donc ça, je crois que c'est le credo de mon cinéma, de mes films, les amours pansexuels, les amours libérés, la sexualité vécue de manière heureuse et épanouie, voilà, dans la joie, l'extravagance parfois aussi, mais ouais, c'était important pour moi de montrer cet îlot, un îlot des possibles. C'est comme une utopie faite cinéma, quoi. C'est une question un peu technique, mais d'où vient l'idée du god couteau, et qu'est-ce que vous cherchiez à symboliser au travers de cet instrument de mort?
Bon, je crois que ça symbolise ce que ça symbolise. C'est un peu tautologique ce que je raconte, mais voilà, c'est très très littéral. Hein. La bite et le couteau, la violence dans l'amour, la violence du désir. Voilà, tout est là, de façon presque grotesque. Mais c'était une des premières idées du film. Et voilà, c'est la façon, dans la manière dont la mort, la violence et le désir s'entremêlent. Et c'est... Bon, on peut remonter très très loin dans l'histoire du cinéma, des tas de films qui racontent ça de façon beaucoup plus magistrale. Et voilà, quand je pense au film de Dario Argento, au film de Lucio Fulci, à toute cette vague de thrillers italiens des années 70, voilà, c'est des films qui n'avaient pas peur d'aller dans des zones très sexuées et très violentes à la fois. Donc voilà, le film joue sur ces deux registres, et quelques autres aussi, parce que voilà, il y a aussi de l'humour, et il y a de la passion, il y a du sentiment dans ce film-là. Mais pour moi, c'était important de mêler à travers cette arme à la fois le désir et la violence. Ce qui est intéressant dans votre film, c'est qu'on sent que vous réinventez certaines de vos références pour les inclure dans votre univers. Pour ma part, j'y ai vu un peu de Friedkin, un peu d'Anger, un peu de Rollin ou encore un peu d'Argento. Est-ce que justement il y a eu d'autres références qui vous ont inspiré? Ouais, mais pareil, c'est des références qui sont tellement digérées, c'est des films qui ont tellement voyagé avec moi, voyagé en moi, que du coup, ils arrivent sur le plateau de manière très naturelle et j'y pense pas forcément quand je tourne. Les seuls films auxquels j'ai pensé de manière très très évidente sur le plateau, c'est L'Éventreur de New York de Lucio Fulci, à travers une scène d'interrogatoire porno un peu croquignolesque. Et peut-être que Jean Rollin, effectivement, cette séquence de nuit américaine avec la mère du tueur dans un cimetière. Je pense que j'ai dû y songer, mais pas forcément à l'écriture. Encore une fois, pour moi, c'est un film où la vie et l'amour du cinéma s'entremêlent. Donc c'est un mélange d'expériences personnelles, de choses un peu volées à droite à gauche à des gens que je connais, à des gens avec lesquels je vis, des gens que j'ai aimés, des gens qui sont mes amis, mais aussi des films, parce que voilà, je monte ce réparti entre voir des films et passer du temps avec mes amis, c'est essentiellement ça ma vie. Donc voilà, il y a un peu ces deux choses, de ces deux territoires de ma vie qui s'entremêlent et de façon très naturelle. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire... Pour moi, c'est compliqué de faire un film par an, comme d'autres cinéastes, parce que j'ai besoin de me nourrir de ça, de vivre des choses. Je crois que mon imaginaire n'est pas forcément assez fertile pour faire un film tous les ans. Et j'ai à chaque fois besoin de me régénérer, de vivre des expériences, des aventures, pour que ça donne tout à coup l'impulsion d'un nouveau film. Vous êtes l'un des derniers cinéastes français à tourner en pellicule. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce format? C'est un credo, c'est un amour immodéré de la pellicule, de la manière dont la pellicule imprime le visage des acteurs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Moi, aujourd'hui, si je dois être honnête, j'ai de moins en moins de plaisir à aller en salle parce que la plupart des films sont tournés en numérique. Et qu'en plus, la projection numérique, je trouve que c'est quelque chose d'un peu triste, qui met à distance le spectateur. Alors que je trouvais que dans la projection pellicule et les films tournés en pellicule, il y avait une invitation, quelque chose de plus ouvert, et en même temps quelque chose qui emmenait ailleurs, en fait. Le numérique, aujourd'hui, c'est comme si on regardait... le monde avec nos propres yeux, alors que avec la pellicule, c'était des yeux un peu étranges, un peu décalés, des yeux de cinéma, quoi. Pour moi, vraiment, la pellicule a toujours raconté le cinéma. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un déficit d'imaginaire dans le cinéma, dans le cinéma français en particulier, même s'il y a plein de gens passionnants, et que le numérique a un peu accru tout ça. Et a rendu le cinéma un peu plus triste qu'il n'était, un peu moins fou, un peu moins rêveur. Donc voilà, c'est pour ça que moi je persiste et je suis pas le seul. On parlait de Bertrand Mandico tout à l'heure, mais lui aussi, il est très très attaché à la pellicule, il tourne exclusivement en pellicule.
On est de plus en plus nombreux. Moi, j'ai travaillé avec Kodak sur ce film, parce qu'aujourd'hui, c'est les seuls fournisseurs de pellicules. Et ils me disaient que voilà, il y avait une vraie recrudescence de cinéastes qui tournaient en pellicule aujourd'hui. Peut-être un peu moins en France, mais en tout cas en Europe, en Angleterre. Aux États-Unis aussi, sous l'impulsion de Tarantino, de Christopher Nolan, qui se sont battus pour que Kodak ne ferme pas ses usines et continue de produire de la pellicule. Donc voilà, c'est des gens qui ont une telle croyance en la pellicule que je pense que malgré tout, ça parle à d'autres cinéastes, à des cinéastes plus jeunes. Moi, je rencontre parfois des cinéastes voilà, qui viennent d'entrer à la Fémis ou qui ont 18, 20 ans, 22 ans, et qui, contre toute attente, eux aussi sont très attachés à la pellicule et sentent toute la vibration et toute la magie que la pellicule peut produire encore aujourd'hui. Donc, c'est pas un truc de vioc, hein. C'est pas du fétichisme non plus. Je pense que c'est une sensation, c'est une émotion qu'on ressent quand un film est tourné ou projeté en pellicule. C'est différent, quoi, et pour moi, c'est plus vivant. Vous avez une double actualité car en plus d'un couteau dans le cœur qui sortira le 27 juin, vous avez signé avec Bertrand Mandico et le duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel un programme de 3 courts-métrages appelé Ultra Rêve qui va sortir le 15 août prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet ? En fait, c'est ces 3 courts-métrages qu'on a tournés séparément, mais avec la même boîte de production. Donc, Etche Film, Emmanuel Chaumet, qui est un producteur assez génial, un vrai trublion sur l'échiquier du cinéma français. Et Caroline Poggi, Jonathan Vinel et moi-même, on a tourné nos films en 2016, donc ça fait presque 2 ans. Et dès le départ, Emmanuel nous a dit, voilà, il y a Bertrand Mandico qui va tourner aussi son prochain moyen-métrage, et ça serait beau de faire un programme de ces 3 films, avec donc After School Knife Fight, qui est le film de Caroline et Jonathan, Les Îles, qui est mon film, et le film sublime de Bertrand Mandico, qui s'appelle Ultra Pulp, qui était à la Semaine de la Critique cette année. Donc voilà, c'est un programme qui va sortir sous le titre de Ultra Rêve, le 15 août. Et je trouve que les films ont plein de choses en commun. Il y a plein de passerelles entre les films. Il y a le même goût du romantisme. Il y a des choses très sentimentales aussi. Il y a l'amour de la musique aussi, je crois, qui ressurgit dans ces 3 films. Donc voilà, moi je suis très très fier d'être au cœur de ce programme avec 3 cinéastes que j'admire énormément. Bertrand, dont on a parlé tout à l'heure, et puis Jonathan et Caroline, qui sont plus jeunes, un jeune couple de cinéma, qui sont en train de terminer leur premier long métrage, qui s'appelle Jessica Forever, dont j'ai lu le scénario il y a quelques temps, qui promet d'être vraiment incroyable.